Alors, les 2 ateliers, on y arrive. Je passe la balle à Jeannot. Ah oui, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. J'aurais été curieux de vous entendre tous et toutes, mais avec 20 personnes, ça fait un peu beaucoup, mais de savoir un peu c'est quoi vos milieux de travail, puis les défis que vous rencontrez individuellement pour savoir si ces ateliers-là peuvent répondre à certains besoins que vous avez, puis si ça peut être intéressant pour vous de les faire venir. Mais bon, sachez que nous, on se déplace un peu partout, là, puis c'est pas parce que le gris est en Estrie que ces ateliers-là peuvent pas être donnés. On les a donnés déjà un peu partout. On va les donner encore dans un gros colloque pan-québécois à Saint-Hyacinthe au début juin. Puis à certains moments, il y a certains éléments qu'on peut donner en ligne. Bon, c'est pas idéal, là, mais n'hésitez pas à nous écrire. Donc, ces deux ateliers-là, ben, comme Myriam vous l'a bien dit, euh, on voulait répondre à un besoin. Puis un des premiers besoins que les jeunes avaient, c'était d'avoir un peu de profondeur à leur compréhension de leur réalité. Tu sais, parce que bon, on réalise, ça vient de l'intérieur, on réalise ce qu'on est, on commence par chercher des mots qui nous identifient, qu'est-ce que je suis, etc. Puis quand on cherche en ligne, bon, on peut tomber sur beaucoup de désinformations, mais si on tombe dans des espaces LGBTQ positifs, bon, c'est super. Mais souvent, pour les ados, ça va commencer par être un paquet de définitions, un paquet de mots, t'es-tu ci, t'es-tu ça, puis c'est vrai que bon, les premières conversations sont souvent comme, ah, je corresponds-tu à cette définition-ci, cette définition-là. Puis souvent, on a réalisé que ce qui manquait, c'est un peu de profondeur historique, de savoir que oui, le vocabulaire change, les mots changent, puis on a un paquet de mots pour nous définir aujourd'hui qui sont ceux qui sont dans l'acronyme LGBTQ+, et d'autres encore, mais que ces mots-là, ben, ils ont une histoire, puis les réalités qu'elles désignent sont beaucoup plus profondes historiquement que ces mots-là qui sont apparus plus récemment. Puis en même temps, ça leur permet d'avoir des outils pour se défendre face à ceux et celles qui disent, ben, c'est nouveau, le vocabulaire LGBTQ+, c'est une épidémie, c'est contemporain, c'est blanc, c'est etc. Ben non, quand on regarde dans l'histoire planétaire, quand on regarde l'histoire des mots qui constituent l'acronyme LGBTQ+, ben, on réalise à quel point ces réalités-là sont vivantes, sont profondes. Puis c'est formidable de voir dans les yeux des jeunes quand ils réalisent que ben, il y avait des personnes il y a 100 ans qui aujourd'hui s'identifieraient non-binaires, qui le disaient avec un vocabulaire de l'époque, mais que si aujourd'hui ils revenaient parmi nous, ben, il y a des bonnes chances qu'ils trouveraient ça extraordinaire, le mot à genre ou le mot non-binaire. Fait que montrer des photos de ces gens-là, des œuvres d'art de ces gens-là, d'en passer par la littérature, c'est extrêmement riche. J'aurais pu d'ailleurs commencer par vous dire ça. Moi, mon parcours, moi, je viens du monde de la littérature. Donc, ça fait plusieurs années là, que je travaille dans le communautaire, que je collabore avec le GRI, Montréal d'abord, le GRI Estrie les dernières années. Mais moi, j'ai été éditeur, je fais de la traduction littéraire, beaucoup dans le monde queer, je fais de la critique, j'ai un balado de couverture des arts, théâtre, littérature, tout ça. L'angle queer est toujours un angle qui m'intéresse tout particulièrement. Donc, on a comme réalisé en écoutant les jeunes avec Myriam que ça vaudrait vraiment la peine de leur présenter les choses, pas sous le point de vue de la démystification, qui est utilisé par le GRI dans d'autres ateliers, qui est utilisé par beaucoup d'autres organismes, mais via celui de l'histoire, de la science aussi, puis vraiment des faits biologiques. Donc, cet atelier-là, le premier, Petite histoire du queer à l'aide de la littérature, permet de présenter les outils contemporains, puis de les comparer avec comment ça se passait à d'autres époques, puis de leur donner une espèce de profondeur. Donc, je commence avec les outils les plus contemporains, c'est-à-dire l'acronyme et le drapeau. Pourquoi on a le drapeau qu'on a, c'est quoi les changements qu'il y a eu historiquement, c'est quoi toutes ces lettres-là, de SLGBTQ+, c'est quoi les lettres les plus communes dans le plus. Et avec chaque lettre, j'essaie d'aller chercher des œuvres d'art, puis des auteurs, des autrices ou des artistes qui les utilisent. Donc, je montre des images, des photos d'aujourd'hui, d'autres époques. On lit des extraits de textes, de poésie, de théâtre. Je leur donne des suggestions de choses à lire aussi. Et on va avec l'autre outil contemporain qui est la fameuse licorne. Bon, il y a des outils qui sont plus précises que ça, mais vous avez tous accès à la licorne du genre sur Internet. Pour ceux qui ont commencé à s'impliquer dans le milieu il y a 15 ans, c'était plus le bonhomme gingembre, qui est encore disponible en ligne. Mais disons qu'au Québec, c'est plus la licorne du genre là, qui a été utilisée ces dernières années, qui permet en gros, parce qu'on peut encore complexifier les choses, mais de faire la différence entre quatre aspects là, de la personnalité de tous et toutes dans notre société, y compris les personnes hétéros, c'est-à-dire notre orientation sexuelle et romantique qui m'attire, avec qui j'ai envie là, d'avoir des relations sexuelles ou d'être en couple. Euh, L'expression de genre, c'est-à-dire c'est quoi les codes que j'utilise moi pour me vêtir, le maquillage, comment je bouge, comment je passe, est-ce que ça correspond à du féminin ou du masculin selon les lunettes de ma société, de mon époque et de ma culture. Enfin, c'est ce que je projette, mon expression de genre. Ensuite de ça, l'identité de genre. Moi, je m'identifie comment? Est-ce que je m'identifie comme un homme ou comme une femme, comme une personne non-binaire, une personne à genre?
et finalement, ben, mes caractéristiques corporelles. Puis là encore, ça peut se scinder en deux. Il y a ce que le médecin a identifié sur mon certificat de naissance, qu'on appelle le sexe assigné à la naissance. Puis ensuite de ça, ben, il y a les caractéristiques biologiques de mon propre corps. Puis si on schématise, la science les divise en trois. Il y a nos chromosomes, il y a nos organes génitaux externes, et puis il y a nos hormones. Et bon, ça permet d'en discuter de ce point de vue-là avec les jeunes, de voir que même du point de vue des biologistes, ben, il existe d'autres combinaisons que juste le masculin et le féminin avec une grosse barrière au milieu, mais que dans l'ensemble du vivant, puis aussi chez les autres espèces animales, il y a une division comme ça, puis les corps ne sont pas genrés de façon binaire, même avant qu'on rentre dans les questions d'identité de genre. Fait qu'on discute de tout ça, on présente la licorne du genre, qui nous permet de mener vers l'acronyme. Et ensuite de ça, moi, ben, je viens de l'histoire, je viens de la littérature, donc j'essaie de faire l'histoire de ces mots-là. Et le mot que j'ai décidé de mettre au centre de la présentation, c'est le mot queer, parce qu'il est très vague, il est très inclusif, puis il y a toutes sortes d'échos intéressants. Et aussi, ben, il est lié à l'expansion puis au mouvement de découverte des droits de SLGBTQ+, à travers l'histoire. Donc, le mot queer, bon, peut-être que vous le savez parmi vous, mais pour aller très vite, ça a été une insulte à la base qui était utilisée pour désigner les personnes différentes de la norme. Le mot a été récupéré par les communautés, a été pendant longtemps une espèce de nom de code à l'intérieur des communautés. Puis avec les mouvements de revendication dans les rues, ben, le mot est devenu de plus en plus un parapluie pour l'ensemble de la communauté parce qu'il permet de dire je suis différent de la norme sans désigner spécifiquement ce que je suis. T'sais. Et il est lié donc aussi à l'histoire du sida. Alors, cet atelier-là m'a permis de re-raconter aux jeunes l'histoire du sida, à quel point ça a fédéré la solidarité des groupes queer et que le mot queer est arrivé dans l'espace public via ça, parce que c'est ACT UP qui a donné lieu à la création de Queer Nation. Puis Queer Nation, ça a été un des premiers organismes qui a utilisé le mot queer puis qui l'a amené dans la rue avec le fameux slogan We're queer, we're here, get over it. On est queer, on est là pour rester, faites avec. Vous l'avez peut-être redécouvert ou découvert sur les planches du Québec avec le super beau spectacle Corps fantôme là, qui a été présenté chez DICEP à l'automne dernier, qui refaisait toute l'histoire de la lutte contre les stéréotypes et puis la lutte contre le sida au Québec aussi. Donc voilà, on refait toute cette histoire-là. Puis à travers ça, ben, je leur fais faire des exercices, un exercice de traduction, c'est-à-dire comment on pourrait traduire le mot queer. Fait que je leur présente d'abord les traductions qui ont existé historiquement, parce que oui, on a essayé en français de traduire ce bizarre de mot-là à plusieurs reprises. Et puis après ça, je leur fais faire leur propre traduction ou choisir leur traduction préférée à travers toutes celles que je propose. Et à la fin, comme j'ai présenté ben, toute l'histoire des revendications qu'il y a eu dans la rue avec ACT UP, Queer Nation, ben, je leur fais choisir aux jeunes, des fois c'est des moins jeunes aussi, là, parce que ça fonctionne très bien avec des adultes aussi, cet atelier-là, je leur fais choisir dans leur milieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme activité d'intervention publique ou comme manifestation ou comme affiche pour changer les choses dans leur milieu. Puis justement, contrer la désinformation, l'intimidation, les stéréotypes par rapport au genre, par rapport à l'orientation sexuelle. Puis c'est incroyable toutes les idées qu'ils donnent. Et à tous les groupes que je visite, je renvoie au prof après ou à la personne responsable la liste des définitions que les jeunes ont créées, puis la liste des idées d'intervention publique qu'ils ont eues, dans l'espoir que peut-être le comité G5+, ou le prof là, vont vouloir organiser quelque chose dans l'école, une marche, une journée couleur, ou une journée les gars s'habillent en filles, les filles en gars, etc. Toutes ces idées-là originales que les jeunes ont dans les groupes que je rencontre. Ce que j'ai réalisé à lire les commentaires des jeunes, parce que, bon, comme Myriam vous l'a expliqué, on a commencé par donner ça beaucoup dans les comités G5+, donc auprès de jeunes qui s'identifiaient beaucoup de la communauté ou alliés. Puis après, on l'a donné dans des groupes généraux, mais on a réalisé que, et chez les petits groupes G5+, que chez les classes générales de français ou d'histoire, que chez les adultes, il y avait un besoin d'informations très grand. La plupart des gens ont des informations très parcellaires, au fond. Même les gens qui se disent ouverts. Puis les gens ont vraiment besoin de faire un ménage. Ah oui, c'est quoi l'acronyme? Ah oui, ça vient d'où? Ah ok, oui, ces réalités-là existaient avant. Ah oui, c'est ça les preuves qu'on en a. Ah oui, c'est ça la différence entre l'identité et l'orientation. Ça. Même les gens les plus alliés venaient nous voir après pour dire ah, c'est le fun, ça m'a aidé à faire un ménage. Tu sais. Puis maintenant, je vois ça d'un point de vue beaucoup plus large. Parce qu'on touche pas seulement à des enjeux de sensibilisation, mais aussi à des enjeux d'histoire, de sciences, de vocabulaire, de littérature, d'art. Puis tout le monde repart avec plein d'idées de livres à lire, d'expositions à voir, voilà, c'est une présentation que je peux faire dans un cours à l'école dans les périodes courtes de 55 à 1h10, 1h15, de 55 minutes à 1h10, 1h15. Les midis avec les comités G5+, c'est souvent ça qu'on a comme temps. Mais l'idéal, c'est d'avoir une bonne heure et demie parce que ça suscite beaucoup de questions.
Puis il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois passer vite quand on est en format 1 heure. Puis ça nous est arrivé de former toute une équipe école dans une école en Estrie où il y avait envie de former tout le personnel. Puis on a passé 2 heures avec eux. Puis il y avait encore des questions à la fin, ils étaient super intéressés. Tout le monde a appris beaucoup de choses, etc. Donc voilà, comme vous voyez, on peut le donner au cégep, à l'université, des groupes adultes. Moins de 15 ans, il faut que je simplifie certaines choses, je dois avouer. On l'a fait avec des G5+, dans des écoles où c'était plus des secondaires 1-2. Puis ils ont trouvé ça super riche aussi, mais disons, on n'a pas beaucoup touché à la deuxième partie de la présentation. On a été plus dans les bases. Puis bon, là, vous voyez, il y a le coût qui est là, mais vous pouvez aller tout voir ça sur Internet. Fait que je vais passer au second atelier. Romane, si tu veux bien. Donc, ça a été l'atelier qu'on a le plus tourné, petite histoire du queer. Mais après, on a redemandé au comité, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Puis là, ce qu'on nous a beaucoup dit, c'est, ben, tout a changé pour les communautés dans les dernières années. Comme Myriam l'a déjà présenté, les conditions sont beaucoup plus difficiles qu'elles l'étaient, disons, vers 2017-2018, où on était à peu près au sommet du niveau d'inclusion puis de l'ouverture de la société québécoise. Depuis, ça se dégrade à chaque année. Puis les jeunes le vivent beaucoup dans les écoles récemment. Myriam y a fait référence brièvement tantôt, vous le savez peut-être qu'il y en a parmi vous qui avez suivi les sorties publiques du Gris Montréal en janvier dernier, donc il y a un an. Tous les gris du Québec, notre mode d'intervention de base, c'est des interventions de démystification en classe avec des personnes de la communauté out qui vont parler aux jeunes de leur réalité. Ces interventions-là s'accompagnent de questionnaires avant-après auxquels les jeunes répondent pour témoigner de leur niveau d'ouverture. Et comme les grilles existent depuis 30 ans, bien, ça fait 30 ans que les grilles dans toutes les régions du Québec ont les statistiques les plus fiables sur le degré d'ouverture des Québécois québécoises par rapport aux réalités de notre communauté. Fait que ça permet vraiment dans le temps de voir comment ça s'améliore et que ça diminue. Donc, les grilles avaient prouvé que le niveau d'inclusion au Québec augmentait d'année en année de la fondation des grilles dans les années 90 jusqu'en 2017. En 2017, on a atteint un plateau. Le plateau a tenu à peu près jusqu'en 2020. Puis depuis la pandémie, il y a une dégradation du niveau d'ouverture qui est si rapide que depuis les 5, mais là, les données sont d'il y a un an, puis c'était l'année d'avant, fait que c'était comme les 4 années, mais tout nous porte à croire que ça a continué d'empirer. Donc, dans ces 4, 5, 6 ans-là, on a reculé de 10 ou 15 ans. Donc, on est vraiment à une période très critique en ce moment. Et c'est pas parce que les organismes comme le nôtre ou les intervenantes comme vous font fait mal notre job, c'est vraiment pas ça. C'est parce qu'on fait face à des vents contraires extrêmement forts. Et c'est donc un moment où les écoles et les organismes intervenants doivent redoubler d'efforts, d'offrir encore plus de matériel fiable, de formation, d'ateliers aux jeunes. Ne pas se dire, ah, c'est des moments plus difficiles, donc on est frileux, on coupe ce matériel-là. Au contraire, c'est le moment où il faut encore plus proposer ces outils-là à nos jeunes, leur donner accès à de l'information valable pour contrer la désinformation là, sur les réseaux sociaux. Donc, les jeunes dans les comités G5+, nous disaient, hey, on entend tellement de choses négatives. On voit passer des niaiseries sur les réseaux sociaux, des faux arguments, des contre-vérités. On parle de la communauté, puis on se fait dire, ah oui, donc vous voulez vous identifier comme un chat ou un hélicoptère. Tu sais, c'est beaucoup des grosses choses comme ça, un peu ridicules que les jeunes qui sont là dans les écoles se font dire. On veut savoir comment se protéger de ça. Donc, j'ai dit, ben moi, dans la littérature, la philosophie, il y a plein d'idées qui permettent de développer sa résistance, de développer ses connaissances, puis de pouvoir se défendre intellectuellement. Donc, on a créé ça, le deuxième atelier qui s'appelle la Ligue d'autodéfense intellectuelle. Alors, cet atelier-là, contrairement à l'autre, ne fonctionne bien qu'avec des comités out et alliés. Donc, ce n'est pas un atelier que je peux aller donner dans une classe de français secondaire 4 générale, si on veut, comme l'autre atelier, là. C'est vraiment plus pour des comités G5+, des comités AGI, voilà, ou alors des comités d'intervenants-intervenantes qui sont beaucoup avec ces jeunes-là puis qui veulent s'outiller. Alors, je dois dire aussi, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires des jeunes, en général super positifs, mais qui nous disaient souvent, ah, ton atelier nous surprend, ton atelier ne nous présente pas exactement ce à quoi on s'attendait. Fait que je trouve ça important de dire tout de suite que cet atelier-là, n'enseigne pas à se défendre physiquement. C'est pas du karaté qu'on fait, première chose. Si vous compreniez ça, c'est pas ça qu'on fait. Deuxième chose, je ne vais pas non plus leur apprendre quoi répondre à des gens qui les insultent dans le corridor ou quoi répondre à des gens qui t'insultent sur les réseaux sociaux. On n'est pas là. Au contraire, moi, ce que je leur demande de faire, c'est de prendre un pas de recul et de comprendre ce qui leur appartient comme individu et ce qui leur appartient pas. Hein, parce qu'on fait notre chemin dans un monde où on est extrêmement sollicité pour prendre position dans toutes sortes de débats. Puis la première chose qu'il faut être sûr, c'est être sûr de ce qu'on croit nous.
Hein, puis de faire la différence entre le faux et le vrai et savoir qu'est-ce qui nous revient à nous pour être capable d'enlever des choses de nos épaules. Parce qu'à une époque de réseaux sociaux là, très, très intense, les jeunes, surtout ceux qui s'impliquent dans la communauté, ils ont très vite l'impression que le futur de la communauté repose sur leurs épaules. Donc, une job qu'on fait ensemble aussi, c'est de savoir comment trouver ma place à moi. Hein, puis de ne pas décider que je dois être, moi, le héros, la héroïne de mon époque, comment me protéger à travers tout ça. Donc, je les aide à faire la distinction entre quatre pressions. Ça, c'est la première partie de l'atelier qu'on vit dans notre société dès qu'on est dans la communauté. Des pressions par rapport au regard extérieur, mais aussi des pressions qu'on vit dans la communauté. Hein? Des pressions comme s'identifier, trouver le vocabulaire pour parler de soi, militer, s'impliquer, être capable de savoir exactement on est qui à 15-16 ans, alors que ça peut prendre énormément de temps, découvrir c'est quoi le bon vocabulaire pour parler de soi. Puis après ça, ben, à chaque époque, il y a des stéréotypes, même dans la communauté aussi. Donc, on essaie de faire le ménage dans ces pressions-là aussi. Comment ne pas imaginer que parce que je suis lesbienne, il faut que je sois exactement comme la lesbienne que j'ai vue sur les réseaux sociaux, ou parce que je suis gay, il faut absolument que j'ai telle ou telle caractéristique, ou parce que je suis trans, il faut absolument que j'ai... Bon, on fait le ménage dans ces pressions-là. Et ensuite, là, je leur donne des outils psychologiques pour se défendre. Un de ceux-là est inspiré par le travail que des gens en théâtre ont fait avec Safia Nolin sur scène, de créer un double mental pour comprendre que toutes les insultes qui circulent dans la société ne s'adressent pas à nous, s'adressent à une espèce de créature que les gens créent dans leur tête, puis vers qui ils projettent tous leurs stéréotypes. Puis on peut faire un travail mental de se distinguer de ça pour savoir que nous, on ne correspond pas à toutes ces choses-là, ces stéréotypes-là que les gens véhiculent. Donc ça, c'est un premier outil que je donne. Le deuxième outil que je donne, c'est pour essayer de se positionner face au débat. Parce que quand on est dans la communauté, il y a une grosse pression d'être très politisé, puis de participer à plein de débats en même temps. Le débat sur la langue inclusive, le débat sur l'accès à la chirurgie pour les jeunes trans, le débat sur le YEL et les identités non-binaires, tout ça. Et parfois, ben, ce sont des questions qui nous sont posées qui ne correspondent même pas à notre vécu. Hein, c'est pas parce qu'un jeune réalise qu'il est gay que nécessairement il comprend la réalité des personnes intersexes ou des personnes trans, mais le fait qu'il s'identifie à cette communauté-là va souvent amener énormément de questions de ses oncles, de ses tantes, de ses voisins d'école, énormément de pression. Fait que ce deuxième outil-là, il vise à savoir, attention, avant de m'impliquer dans un débat qui ne me concerne pas personnellement, comment aller chercher des informations, comment faire la différence entre ce qui me concerne et ce qui ne me concerne pas, puis comment faire la différence entre des informations qui sont justes et des informations qui sont de seconde main. C'est le deuxième outil que je donne. Puis le troisième outil que je donne, ben, c'est une vulgarisation de l'intersectionnalité. Donc, on en parle énormément comme adulte, cégep, université, comme intervenant. C'est des mots qui sont faciles pour nous. Mais pour les jeunes, c'est comme un peu compliqué de comprendre ça. Donc, j'essaie de leur donner des outils, des images claires pour comprendre comment penser les enjeux de notre société d'une façon intersectionnelle, c'est-à-dire comment prendre ma différence à moi, puis à partir de ma différence à moi, puis de ce qu'elle m'a fait vivre, essayer de comprendre les différences des autres qui sont des différences différentes de la mienne. Puis on essaie de faire des lignes comme ça, puis d'essayer de voir comment ces enjeux-là peuvent se croiser. Puis voilà, donc à travers tout ça, comme dans l'autre atelier, je donne plein d'exemples de choses à lire. Je vais chercher mes exemples dans des bandes dessinées, des extraits de films, de romans, de philosophie que je simplifie, etc. Puis il y a des ateliers participatifs et ça libère vraiment la parole. Moi, j'aime vraiment ça dans cet atelier-là. Il y a surtout après qu'on ait fait le ménage des quatre pressions au début, on fait toujours un gros tour de table. Puis c'est incroyable toutes les histoires que les gens racontent. Ah oui, moi, j'ai vécu ça. Moi, cette pression-là, je la sens plus que celle-là. Celle-là, je la sens beaucoup. Celle-là, je la sens moins. C'est un atelier qui est plus dans l'échange. Cet atelier-là, c'est dur de le faire en bas d'une heure et demie parce que le but, c'est de faire parler. Puis que les gens s'entendent, puis réalisent que ah oui, toi, tu vis ça, moi, je vis ça. Fait que c'est comme un atelier qui est moins le fun à faire en version rapide. Fait qu'une heure et demie à 2 heures, c'est vraiment ce qui est idéal. Encore une fois, à partir de 15 ans, ça marche mieux, mais on peut le faire avec des gens qui sont un peu plus jeunes. Voilà. Donc, j'ai déjà dépassé un petit peu le temps là, que je m'étais imparti pour faire ça. On voulait nous garder une dizaine de minutes pour que vous puissiez nous poser des questions à Myriam et moi sur ces ateliers-là. Ou sur les autres outils qu'on a présentés puis qui vous sont accessibles. Vous pouvez poser n'importe quelle question, même si vous pensez que ce n'est pas pertinent. C'est toujours bon de poser des questions, soit sur le contenu de ce qu'on a raconté, soit sur le projet, soit sur une question plus précise sur l'actualité, ce qui vous préoccupe. Ah oui, puis moi, je vais quand même dire, j'imagine que comme la présentation est en français aujourd'hui, c'est principalement des francophones qui sont connectés, mais sachez que j'ai traduit les deux ateliers, puisqu'en Estrie, c'est très bilingue, là, il y a une grosse communauté anglophone, on a des écoles anglophones. Donc moi, je peux donner ces ateliers-là en anglais aussi, les deux, ça fonctionne bien. J'ai juste changé les références, les romans dont je parle,
tout ça, on est allé chercher des trucs du côté anglophone qui sont tout aussi amusants. Il y a une question dans le chat, je la donnerai, je vais la dicter tout haut. Donc, est-ce que vous faites des ateliers dans le coin de Gatineau? Ben oui, moi je peux me déplacer. C'est juste d'ajuster le coût selon le déplacement. Moi, l'avantage, c'est que je suis à Montréal, fait que je suis comme à mi-chemin entre Estrie et Gatineau, là. Mais oui, vous avez juste à nous écrire, puis on voit ce qui est possible. C'est sûr que si je me déplace pour plus d'ateliers, on est capable d'offrir un meilleur prix que si je me déplace pour juste un atelier, mais tout est possible. Oui, excusez, je suis pas super habile avec tout ça. Euh, je me demandais, concernant l'intersectionnalité, euh, vous avez dit plus tôt, si j'ai bien compris, que une approche intersectionnelle, ça permet de lutter plus efficacement contre les situations de violence. Fait que là, je me disais, est-ce que, puis j'ai lu aussi sur le site de l'Amnesty International que ça vient du fait que certains juges évaluaient séparément les effets de la discrimination. Puis là, on parle d'une approche de sensibilisation qui est plus axée sur le groupe LGBTQ+, puis en fait, de S. Est-ce que ça pourrait, est-ce que premièrement, ce que vous offrez et est-ce que ça existe, c'est comme vraiment des approches ou des programmes ou des trucs comme ça ou des outils de sensibilisation, mais à la diversité en général, donc vraiment d'une façon inclusive. Donc, dans le fond, comme une approche justement qui serait comme intersectionnelle, mais une approche de sensibilisation pour contrer la discrimination générale pour toutes les différences. Ben, j'aurais tendance à répondre qu'il existe plusieurs organismes ou initiatives qui peuvent amener une perspective comme celle-là. Mais j'aurais tendance aussi à répondre que si on prend le problème d'une façon très large, ou trop large peut-être pour les jeunes, c'est un peu, on reste un peu dans le théorique. Tandis que là, nous, notre mission, c'est euh, parler, démystifier les réalités LGBTQ+, et on est allé avec les besoins du milieu qui étaient liés à ça. Mais juste pour donner un exemple très concret, dans un atelier que Jeannot donne, tu pourrais donner, ben, tu en as parlé tantôt, l'exemple de la, la discrimination dont est victime Safia Nolin, on revient là-dessus. Et ce n'était pas que lié à son identité lesbienne. Donc, il y avait de la grossophobie, il y avait du racisme à travers ça. Donc, cette problématique-là est abordée dans ce sens-là. Et OK. c'est ça. Puis j'aime toujours rappeler, c'est sûr qu'on ne le dit pas, franchement, peut-être qu'on devrait le répéter un petit peu plus dans nos ateliers, mais l'homophobie, la transphobie, la biphobie, tout ça, ça dérive du sexisme. Et dès qu'on maîtrise un Mhm. peu les concepts féministes, du féminisme intersectionnel, on se positionne plus facilement dans ces enjeux-là. Mais Jeannot, tu peux peut-être faire du pouce là-dessus aussi. Ben oui, complètement. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer des organismes ou des intervenants intervenantes qui nous disaient à l'issue de nos ateliers, ah, c'est le fun parce que vous avez le temps d'aller à la racine, de remonter jusqu'à la racine d'où viennent ces problèmes-là. Puis au fond, l'impact que ça a sur notre compréhension du problème, il est beaucoup plus profond. Puis ensuite de Mhm. ça, on peut transférer certaines des connaissances qu'on a à d'autres situations d'intimidation ou à d'autres problèmes sociétaux que ceux sur lesquels vous vous êtes concentrés. Tu sais, moi, je connais des gens en entreprise qui font venir des présentations EDI, là, équité, diversité, inclusion, qui, comme vous le demandiez, touchent à l'inclusion puis à l'ouverture d'un point de vue beaucoup plus large. C'est intéressant, ça peut donner des outils intéressants, mais ça fait aussi que dans aucun des problèmes, on a le temps d'aller à la racine. Mhm. Ça fait comme résumé de pourquoi il faut faire attention aux enjeux féministes, pourquoi il faut faire attention aux enjeux capacitistes, pourquoi il faut faire attention aux enjeux racistes, pourquoi il faut faire attention aux enjeux d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Puis tout ça reste un peu en surface. Bon, si vous avez une demi-journée, c'est super, on peut aller au fond avec tout. Mais moi, ma recommandation après, c'est des fois, on veut aller général parce qu'on voudrait tout couvrir, mais ça fait qu'on couvre tout pas assez bien. On n'offre pas assez d'informations sur chacun des aspects aux gens pour qu'ils puissent vraiment retenir et comprendre d'où viennent les choses. Fait que des fois, ça vaut la peine, quand on a l'occasion, je comprends des fois qu'on est limité dans notre temps ou dans nos moyens, mais ça vaut vraiment la peine de faire venir une présentation spécialisée sur les enjeux de racisme, une présentation spécialisée sur les enjeux capacitistes, une présentation spécialisée sur les enjeux LGBTQ+, puis ça va avoir un impact à long terme beaucoup plus fort
que d'avoir un espèce de résumé approche EDI d'une heure et quart. Tu sais. Et ça, c'est mon expérience. OK. Ben, en fait, je vous entends, puis j'apprécie votre réponse. Puis en même temps, oui, il y a les enjeux de temps. Je posais la question parce que, Ben oui. du moins dans mon milieu, ce que je constate, qui est une école secondaire, ce que je constate, c'est que ça devient difficile de faire de la sensibilisation par rapport à un groupe, parce que là, entre guillemets, je vais dire comme ça peut rendre jaloux d'autres groupes, puis parce que là, il y a des enjeux au niveau interculturel et des enjeux au Bien sûr. niveau de la polarité, je vais l'appeler comme ça, du mâle alpha, là, du syndrome du mâle alpha. Il y a de plus en Ben plus oui. de choses qui sont, que je me dis, puis des handicaps, puis des personnes qui sont malades, en tout cas, ça ramène tout finalement à la difficulté à accepter juste comme à la base la différence, tu sais, comme Tout que à l'autre fait. soit pas comme nous. Fait que je me disais, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait comme être comme une approche comme inclusive dans l'intervention pour être capable d'adresser tous les problèmes qui sont en train de popper de partout, là. On ne sait plus où donner de la tête. Là. Fait que c'est pour ça que je posais la question. Oui, je comprends Ouais, bien. c'est pas simple, c'est pas simple. C'est une très bonne question. On aurait plusieurs pistes certainement, mais je pense que une des choses qui fonctionne bien aussi, c'est le fait de faire les choses par et pour. Ouais. Il faut faire attention, des fois, on va demander aux jeunes qui sont concernés par un problème ou par une difficulté ou par une différence de présenter qu'est-ce qu'ils vivent, mais des fois, il faut les outils avant de le faire ou faire affaire avec un organisme qui va faire comme tel. Comme nous, on a beaucoup de jeunes personnes intervenantes, mais on les forme avant d'aller en classe, on les forme avant d'aller dans une école. Parce que des fois, tu réponds à une question, maladroitement, tu vas provoquer un effet négatif au lieu de provoquer un effet plus positif ou d'inclusion ou de connaissance. Donc, c'est ça, il y a le fait que toutes nos interventions sont faites par des personnes concernées par les réalités LGBTQ+, ben là, OK, j'ai passé 1 heure et quart, 1 heure et demie avec Jeannot, puis il n'est pas différent des autres, là. Il est super cool, là, il est dynamique, on a du fun, on a appris plein d'affaires. Tu sais, ça fait aussi un effet en même temps d'apaiser Oui, puis comme on parle ce truc. d'histoire, ben on touche à des enjeux de racisme puis des enjeux de sexisme extrêmement forts à plusieurs reprises, puis des enjeux capacitistes aussi un peu plus de biais. Mais moi, ce que je voulais ajouter, c'est que le format surtout de Petite Histoire du queer correspond tout à fait à des objectifs d'enseignement du nouveau cours de CCQ, particulièrement pour le contenu proposé pour les secondaires 5. Donc, puis après, comme je fais de la littérature, ça peut toucher aussi au contenu de français secondaire 5. Puis comme je fais de l'histoire, mais il y a des profs d'histoire qui peuvent être intéressés. Fait on est surpris du nombre de portes ouvertes qu'il pourrait y avoir pour des intervenantes qui connaissent, qui peuvent se faire allier de certains profs pour faire venir l'atelier dans des classes, puis que ça corresponde en plus à du contenu scolaire, c'est ce qui permet de ne pas aller gruger le temps un peu réduit des fois qui est offert pour faire de la formation complémentaire au parcours régulier. Là. On a, par exemple, nous, des profs alliés qui aiment beaucoup le format du Petite Histoire du queer, qui pendant 3 ans, on fait venir l'atelier pour tous les cours de français secondaire 5. Puis ça leur permet de faire du lien avec le programme régulier aussi, tu sais. Puis ça sauve du temps au cours de CCQ par le fait même. Super. Merci beaucoup. Merci à Il n'y a vous. pas de problème. Merci à vous. Mais j'ai pensé, durant que Jeannot se parlait, au fait que j'ai déposé dans la trousse un nouvel outil pour mieux intervenir auprès des jeunes garçons. Donc, comment on parle de masculinité, parce que c'est un peu, vous l'avez nommé, c'est un grand défi. Veut pas, les espaces populaires ou populistes nourrissent ça et nourrissent le sentiment de perte de privilège ou en fait, qui est nommé comme étant, ça y est, on n'est plus égaux, on est moins, mais en fait, c'est juste que on va dire comme ça, il y a des groupes dominants ou qui ont dominé, qui ont une présence forte, qui perdent un peu d'espace ou un peu de privilège qui était lié à leurs conditions. Et puis là, ben, c'est la panique. Donc, c'est ça. Donc, mais il faut en parler, il faut parler ouvertement avec les jeunes. C'est très, très important de ne pas mépriser ce qu'ils peuvent vivre par rapport à ça. C'est vraiment essentiel de les écouter et d'entendre ça. Comme dit un autre intervenant dans un autre organisme, c'est le masculinisme, ça devient pas quelque chose dans lequel tu embarques du jour au lendemain. C'est pas hey, viens, je vais te montrer comment détester devenir misogyne. C'est plutôt tu veux savoir comment avoir du charme, tu veux savoir comment être populaire auprès
des filles de ta gang, viens au gym avec moi, on va devenir. Puis là, c'est comme ça. Donc, il y a des nouveaux outils qui vont sûrement être créés bientôt, là, j'imagine, dont celui dont je vous parle. Merveilleux. Merci beaucoup.